Dans l'actualité ce soir, le ton monte entre Ouagadougou et les Nations Unies. Le gouvernement burkinabé a expulsé la coordinatrice résidente de l'ONU, l'accusant d'avoir co-présidé un rapport jugé mensonger sur la situation des enfants dans le pays. Les autorités dénoncent un document sans preuve ni enquête qui met sur le même plan terroristes et forces de défense et de sécurité. Il était un peu plus de 14 heures quand l'avion transportant la dépouille d'Alain Christophe Traoré alias Aliou Fasso a atterri à Ouagadougou, mort en détention à Abidjan. Dans des conditions toujours contestées, l'activiste est devenu le symbole d'un combat et d'un choc national. L'émotion était palpable à son arrivée entre colère, tristesse et exigence de vérité. Le corps d'Aliou a été accueilli par plusieurs foules et des autorités burkinabées. Et au même moment, le monde des médias, des lettres et de l'enseignement a rendu un ultime hommage à Yacouba Traoré, décédé dans la nuit de samedi à dimanche. L'ex-directeur général de la RTB, journaliste et fondateur de Fadima TV, repose désormais au cimetière de Gounguin. Parents, collègues, anciens élèves, tous ont salué l'homme de culture, le formateur, le passionné. Un départ qui laisse un grand vide et une immense reconnaissance. Et puis, depuis le 18 août 2010, BF1 trace son chemin dans le paysage audiovisuel burkinabé. Ce lundi, à l'occasion de ses 15 ans, la chaîne a ouvert ses portes aux téléspectateurs venus découvrir les coulisses d'un média qu'ils considèrent comme le leur. Une journée d'échange, de sourires, de confidence et une promesse, celle de continuer à être au cœur de nos défis. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Il était 14 heures passées quand un avion militaire burkinabé s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou. À son bord, la dépouille d'Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom de Aliou Fasso. 3 semaines après sa mort dans une cellule de gendarmerie à Abidjan, le corps de l'activiste est enfin de retour sur sa terre natale. Une arrivée sous haute surveillance devant une foule immense et silencieuse, digne mais bouleversée. Officiellement, Abidjan parle de suicide. Officieusement, politiquement, émotionnellement, c'est tout un autre mot qui s'impose dans les esprits au Burkina Faso. Assassinat, c'est ce que pense le gouvernement burkinabé. Ce soir, c'est tout un pays qui se recueille et qui réclame justice. Reportage avec Abdou Aziz Sari. Quand la dépouille d'Aliou Fasso sort de l'aéroport international de Ouagadougou, ce sont des larmes sur les visages. Difficile pour sa famille et ses amis de cacher leurs émotions. La douleur est indicible. Ils auraient voulu un autre retour pour celui qu'ils considéraient comme un humaniste. Avec lui, nous avons fait des opérations de collecte de vivres. Avec lui, nous avons sauvé des vies. Nous aurions aimé qu'il revienne sur ses 2 pieds parce que nous avons gardé espoir jusqu'au dernier moment. Nous aurions vraiment aimé le voir revenir sur ses 2 pieds avec toute la gloire. Et malheureusement, et hélas, il revient aujourd'hui avec un cercueil. Ce sont des moments très douloureux, très difficiles. À côté de la tristesse, il y avait aussi de la colère. Des centaines de jeunes qui souhaitent que toute la lumière soit faite sur les véritables causes du décès de l'activiste et acteur culturel qu'incarnait Aliou Fasso. Franchement, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut que les coupables soient punis. Parce que vous-même, vous avez vu, le procureur de la République a fait un communiqué et après a fait un autre communiqué. Il a dit, il s'est dédié en moins d'1 mois. Donc il faut dire qu'il y a anguille sous roche. Les membres du gouvernement, au nombre de 4 présents à cet accueil, se sont abstenus de tout commentaire devant les médias. Mais les parents d'Aliou Fasso les remercient d'avoir facilité le rapatriement de la dépouille de leur fils. Les 3 ministres ou 4 ministres qui étaient venus à la maison nous annoncer, ils disaient que le gouvernement allait faire tout pour que le corps arrive. Mais je n'y croyais pas. Quand je suis rentré chez moi, j'étais couché, je ne pouvais plus me lever. J'attendais des nouvelles de l'arrivée.
jusqu'à la semaine dernière, quand la nouvelle m'est parvenue que le corps pourrait être là. Donc ça m'a apaisé, et toute la famille avec moi. Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom de Alino Faso, est décédé dans des conditions jugées obscures à l'école nationale de la gendarmerie d'Abidjan, où il était détenu prisonnier par le gouvernement ivoirien. Il était accusé d'espionnage, entre autres. Et que d'émotion aujourd'hui au Burkina Faso, alors que la dépouille d'Alino Faso arrivait sur le sol burkinabé. Une autre cérémonie tout aussi bouleversante se déroulait à quelques kilomètres de là. Le pays disait adieu à Yacouba Traoré, journaliste chevronné, enseignant passionné, homme de lettres, figure très respectée du paysage médiatique et fondateur de la web TV Fadima TV. L'ancien directeur général de la RTB, décédé dans la nuit de samedi à dimanche, a été inhumé ce lundi au cimetière de Gounguin, entouré de ses proches, de collègues, d'élèves, d'amis. Un dernier hommage sobre, sincère, profondément humain, à la hauteur de celui qu'il était, un moment d'émotion vécu par toute une génération de journalistes et que nous raconte Amadou Diko. De la tristesse, la douleur est intense au domicile de Yacouba Traoré ce 18 août. L'ex-directeur général de la RTB a tiré sa révérence dans la nuit du samedi au dimanche 17 août. Devant la dépouille, une famille inconsolable. Des émotions fortes qui traduisent le regret de perdre un être cher, un repère de toute une famille. C'était mon monde à moi. Mon monde s'est effondré hier, mais je pense qu'on devrait le célébrer plutôt que de le pleurer. Je retiens de mon homo, comme il aimait bien m'appeler, un témoin d'époque. Voilà, un témoin d'époque, parce que dans notre génération, généralement, nous n'avons pas beaucoup de repères. Et moi, c'était un phare pour moi, parce qu'en tant que témoin d'époque, il relatait beaucoup de choses à mon endroit. Il m'expliquait plein de choses et ça me permettait d'avoir une fenêtre d'ouverture pour mieux apprécier le monde et pouvoir guider, en tout cas, mes pas ici. Du domaine de la culture en passant par les médias, Yacouba Traoré a impacté des générations. Sa disparition est une véritable perte pour le Burkina Faso selon ses amis, ex-collaborateurs et étudiants. Tous saluent la mémoire d'un homme engagé, disponible et sociable. Donc c'est un homme toujours affable, égal à lui-même, très sociable. Et c'est ce que je retiens de Yacouba, avec une modestie et une modération dans le temps, même sur les sujets les plus discutés. C'était un homme passionné, c'était un homme entier et c'était un homme généreux dans le partage du savoir, dans le partage des conseils aussi. Parce que c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à prendre son téléphone pour appeler, pour dire « petit frère, vous avez fait ci, c'est bien, vous avez fait ça, ce n'est pas bien ». Et j'étais un visiteur régulier à la fois à la maison comme dans ses bureaux, à Fadima ou à l'ISTIC. Malgré qu'il était à la retraite, il donnait cours à l'ISTIC. Mais je vais vous dire que souvent, quand lui-même il prend ses primes de cours, il réunit ses étudiants et puis il leur donne d'aller manger. Même 5 francs, il n'empoche pas. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point le monsieur là était humain. Beaucoup d'étudiants se reconnaîtront dans la phrase « Je vais te tuer, je vais te tuer ». Et c'était sa manière de mettre la pression, mais chaleureusement. Tellement qu'on l'aimait, on pensait qu'il est immortel. On ne pensait pas le perdre aussitôt. Pour moi, Papi, on l'appelle tout ici Papi Traoré parce que pour nous c'est un papa, c'est un papi. Et il nous a pris comme ses enfants, comme ses petits-enfants. C'est difficile certes, mais c'est la vie, on va faire avec. Avant de conduire le défunt à sa dernière demeure, il est imploré la clémence et la miséricorde de Dieu pour son repos éternel. Après la prière funéraire, direction le cimetière municipal de Gounguin. C'est ici que repose désormais le journaliste, enseignant, homme de culture, écrivain et fondateur de la web TV média Fadima TV.
L'homme aux multiples casquettes range définitivement micro, stylo et calepin à 66 ans. Il laisse derrière lui 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Va en paix, chers doyens. Une journée marquée par le recueillement, mais aussi par la fermeté. Tandis que le Burkina Faso pleurait Alino Faso et Yacouba Traoré, le gouvernement burkinabé, lui, s'adressait à la communauté internationale avec une fermeté sans détour. Pour la deuxième fois en moins de 3 ans, une représentante onusienne est déclarée persona non grata sur le territoire burkinabé. Les autorités ont tout simplement expulsé la coordinatrice résidente du système des Nations Unies. En cause, un rapport jugé mensonger, biaisé et inacceptable sur la situation des enfants dans le contexte d'insécurité au Burkina Faso. On écoute le porte-parole du gouvernement qui a fait l'annonce chez nos confrères des médias publics. Le gouvernement du Burkina Faso, après avoir découvert le rapport du secrétaire général des Nations Unies adressé au Conseil de sécurité intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », s'indigne du total mépris à l'endroit des autorités et institutions burkinabais qui n'ont été ni associées à son élaboration, encore moins informées des conclusions de l'étude. En effet, il ressort que ce rapport a été élaboré par une équipe spéciale pays, co-présidée par la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Pour sa responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration d'un rapport compilant des données sans source objective, sans preuve ni justificatif, véhiculant des informations graves et mensongères, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Mme Carole Flore Smeret-Niak, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. En confirmant des informations de manière unilatérale, sans les documenter par des preuves juridiquement acceptables, à travers un rapport porté devant une instance aussi stratégique que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement estime, au regard de tous les graves écarts constatés et pour préserver et renforcer les acquis importants de la coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies, que Mme Carole Flore n'est plus une interlocutrice crédible. Après la tension, un souffle plus apaisé s'est glissé dans les couloirs de la diplomatie burkinabé. Quand les relations avec certaines institutions internationales se crispent, c'est un au revoir chaleureux et respectueux qui a marqué la fin de mission de l'ambassadrice des Pays-Bas au Burkina Faso. Esther Leuven a été reçue en audience par le Premier ministre. La diplomate néerlandaise a salué 4 années de coopération active dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, la santé ou encore l'accès à l'eau potable. On l'écoute à sa sortie d'audience. Ça veut dire que je quitte ce pays, votre bel pays, des hommes intègres, avec une certaine tristesse, je peux dire. Mais après 4 ans, il faut toujours faire aussi le bilan de ce qu'on a abouti ensemble. Et donc, on a parlé de ça. On a surtout aussi parlé de continuer la coopération. Et j'ai donc aussi demandé à l'Excellence, le Premier ministre, d'accorder le même droit, la même main à mon successeur qui va venir la première semaine de septembre. On a investi dans certains secteurs dont le majeur, on pourrait dire, sont le secteur d'agriculture, de l'eau, d'énergie, de la santé, surtout au niveau communautaire, mais aussi avec un fort focus sur tout ce qui touche la jeunesse. Donc, on suit l'approche du gouvernement de développement endogène, surtout aussi avec des investissements structurants. Bien qu'on a aussi les investissements soft, mais c'est autour des investissements qu'on pourrait dire hard. Donc, vous avez potentiellement vu qu'on est dans une démarche d'appuyer au financement de centrales énergie solaire, des postes sanitaires,
des hôpitaux de district et bientôt aussi l'hôpital de Fada. Et on est aussi en train de planifier tout ce qui concerne l'eau et donc la réhabilitation de barrages ou bien aussi le curage de barrages nécessaires pour avoir un meilleur accès à l'eau, surtout aussi pour l'agriculture. C'est bien d'investir dans les coopérations internationales, mais le pays n'oublie pas aussi d'investir massivement pour sa santé publique et le bien-être de ses populations vulnérables. Le Conseil des ministres du 16 juillet dernier a ainsi décidé la construction d'une 50aine de centres de santé communautaires et la mobilisation de plus de 30 milliards de francs CFA. C'est le sujet abordé dans la chronique économique de ce lundi. Elle est signée Archimède Boy. L'État burkinabé injecte plus de 30 milliards de francs CFA ce dernier semestre de l'année dans la prise en charge des déplacés internes et dans la construction de centres de santé communautaires. La décision a été prise en Conseil des ministres le 16 juillet dernier, indique l'économiste du Faso. Le journal souligne que dans le cadre des projets spécifiques 2025 du ministère de l'Action humanitaire, plus de 10 milliards ont été affectés à la passation et à l'exécution de marchés. Un montant qui servira, entre autres, à la réalisation de postes d'adduction d'eau potable, de 50 logements d'urgence, à l'achat de 2400 tonnes de vivres au profit des déplacés internes et à l'achat de 50 camions pour l'acheminement de ces vivres. Dans le secteur de la santé, poursuit l'hebdomadaire économique, l'État burkinabé va acheter et mettre à la disposition de structures sanitaires des équipements et matériels médico-techniques. Il annonce aussi la réhabilitation de plusieurs formations sanitaires et la construction de 56 postes de santé communautaire, le tout pour un montant de plus de 21 milliards de francs CFA. « 18 août 2010, 18 août 2025, 15 ans déjà que la télévision BF1 fait partie du quotidien des Burkinabés. À l'occasion de cet anniversaire, la chaîne ouvre ses portes à son public. Ce jour, les téléspectateurs sont venus nombreux, curieux, enthousiastes, parfois émus pour visiter les locaux, découvrir les coulisses et surtout dire merci à leur télévision. Entre souvenirs partagés et regards tournés vers l'avenir, cette journée a été bien plus qu'une célébration. C'est une rencontre, une reconnaissance, une fidélité renouvelée. Alphonse Silga, Cheikh Tiendrebego, Madination. Il n'est pas le nouveau présentateur du journal télévisé de 13h de BF1 et pourtant, il siège au studio de présentation du journal. Il bénéficie de ce privilège grâce aux journées portes ouvertes organisées par la télévision à l'occasion de son 15e anniversaire. Entre curiosité et immersion, les visiteurs découvrent l'univers de l'audiovisuel. Tour à tour, ils sillonnent les différents services de la télévision, de la rédaction au digital, en passant par l'infographie, la gestion des ressources humaines ou encore le service de diffusion. Les visiteurs sont émerveillés. C'est ma première fois en tout cas de visiter le locaux d'une télévision et franchement je ne m'imaginais pas du tout tout ce travail abattu. J'ai trouvé que la visite est très agréable, le cadre est bien organisé, malgré que la hiérarchie est un peu complexe. Vraiment, je ne savais pas que c'était aussi organisé comme ça. À l'issue de cette visite, les hôtes affirment avoir désormais une meilleure compréhension du fonctionnement d'une chaîne de télévision. C'est un plaisir, un réel plaisir pour nous d'avoir effectué cette visite à l'occasion des 15 ans de BF1 et ça nous a permis de connaître plein de choses. J'ai eu aussi à discuter avec le responsable du service digital. Vraiment, on a bien discuté. J'ai vu qu'on avait déjà des points communs. Ça a été très intéressant. On m'a beaucoup cultivé sur d'autres domaines aussi. Vraiment, c'était waouh. La chaîne, au cœur de nos défis, a su conquérir le cœur de ses téléspectateurs à travers les différents programmes qu'elle propose. Et à l'occasion de son anniversaire, les vœux foisonnent. Nous souhaitons
heureux anniversaire à la télé. Ouais, ce que je souhaite pour BF1, c'est que BF1 devienne une télé suivie dans tout le monde entier. Je souhaite encore beaucoup d'années de réussite. Joyeux anniversaire et longue vie à la télévision BF1. Longue vie, nous sommes avec vous. Du côté de l'administration, ces visites et vœux sont bien accueillis. Les responsables rassurent, la célébration ne se limite pas à cette seule journée. On va poursuivre avec d'autres activités qui vont aussi impliquer les téléspectateurs, notamment un concert. Il y a aussi un dîner gala que nous allons faire, mais aussi on va avoir un cadre de réflexion, une conférence publique, voilà, pour parler des 15 années de BF1, faire le bilan de ce qui a été bon et puis aussi se projeter pour faire mieux afin que les téléspectateurs soient toujours servis et bien servis. Ces journées portes ouvertes se présentent comme une aubaine pour le renforcement des relations entre la chaîne de télévision et ses téléspectateurs, ainsi que ses différents partenaires. À Ouagadougou, dans l'arrondissement 8, au quartier Zongo, les habitants ne restent pas les bras croisés. Face aux défis d'accès, ils ont uni leurs forces et leurs ressources pour réhabiliter la voie principale qui dessert leur quartier avec une contribution locale de plus d'1 million de francs CFA. C'est une véritable démonstration de solidarité et d'engagement citoyen. Hervé Yerbanga nous raconte cette belle initiative qui redonne espoir et dynamisme à Zongo. À Zongo, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, la mobilisation est générale. Jeunes, vieux, enfants, tous retroussent les marches, pelles, pioches et brouettes à la main. Ils s'activent à réhabiliter eux-mêmes la voie principale d'accès à leur quartier, boucher les innombrables nids de poules et faciliter la circulation dans cette zone trop longtemps laissée pour compte, c'est le défi du jour. Cette voie est une grande voie, c'est une voie principale qui entre à Zongo et qui longe jusqu'à Bassinko et qui rejoint la voie de Wayuria. Et depuis un certain moment, la population souffre pour pouvoir accéder dans leur domicile. Donc là, ils se sont mis ensemble, ils ont cotisé ensemble et pour pouvoir réparer cette voie qui était carrément détériorée. Plus d'1 million de francs CFA mobilisés pour la circonstance. Et les habitants ne cachent pas leur satisfaction. Pour eux, cette action prouve qu'on peut changer les choses sans toujours attendre les autorités. Si la population sont sortis en bon cœur pour faire le travail, et en tout cas nous sommes très contents. Parce que quand il pleut, la voie même, on ne peut même pas pratiquer. Et ça donne des accidents, l'eau même ramasse des gens. La voie était dégradée, tellement dégradée que souvent, il faut aller faire des contournements, voilà. Mais comme ça, elle est louable et c'est à féliciter vraiment. Même au sommet de l'État, l'initiative suscite le respect. 2 ministres ont fait le déplacement pour encourager cette action citoyenne. Les ministres de l'Environnement et de l'Énergie. Nous vous encourageons à poursuivre dans cet élan. Parce que l'acte que vous avez posé aujourd'hui, que vous êtes en train de poser, certainement va contribuer à assainir davantage votre climat, votre espace de vie. Les organisateurs lancent maintenant un appel fort. Que la jeunesse burkinabé s'inspire de cette initiative pour faire rayonner leurs quartiers respectifs. À Zongo, le message, c'est bien l'union fait la force. Et le changement, lui, commence par les actions. Une nouvelle dynamique citoyenne voit le jour au Burkina Faso. L'Alliance pour la paix et la solidarité Burkina Faso a été officiellement lancée le week-end dernier. Portée par des acteurs de la société civile, cette organisation veut bâtir des ponts entre les communautés et promouvoir la paix par l'action locale. On en sait plus avec Bamouri Traoré et Maxime Ilbouto. Elle se révèle au public à travers un geste utile. Pour sa première sortie médiatique, l'association APSBF, l'Alliance pour la paix au Burkina Faso, offre des vivres aux personnes qui sont dans le besoin. Le don est composé de plus de 50 sacs de 25 kg de riz. Selon les initiateurs, ce geste symbolique traduit la vision de l'association qui se veut semeur des graines du vivre ensemble et d'une paix durable. Nous sommes une jeune association qui
avons estimé qu'il ne faut pas rester insensible à l'appel de notre camarade, le président du Faso, voilà, dans le cadre de la résilience du Burkina. Donc nous avons estimé qu'il était quand même nécessaire de vraiment créer cette association-là pour le développement socio-économique de Tengango et tous les quartiers environnants de la commune de Komsilga. Outre cette action, l'association Alliance pour la paix au Burkina Faso met en terre une cinquantaine de plantes médicinales et fruitières. La plantation d'arbres mobilise membres partenaires et volontaires dans un esprit participatif. L'objectif est non seulement de contribuer à la lutte contre la déforestation et au changement climatique, mais aussi d'offrir des espaces verts à la communauté. Alors nous sommes dans un contexte où le tissu, je dirais, social est un peu fragilisé et l'APS vient répondre vraiment à un besoin très ardent, un besoin que la commune accompagne. Aujourd'hui, nous avons procédé à la plantation d'arbres, à vraiment un partage des vivres aux personnes démunies. C'est quelque chose qui nous touche en tout cas en sincérité en tant que première autorité vraiment de cette commune. La plantation d'arbres, comme on l'a dit, nous sommes vraiment dans le mois où il est demandé à chaque citoyen de planter au moins un arbre. Et je pense que l'association s'inscrit dans cette vision. Le président de l'APS-BF souligne que cette association se veut une structure de terrain capable de fédérer les énergies positives autour des causes communes. À Sapone, dans la région du centre-sud, c'est une pratique mouaga qui rassemble toute une communauté autour du chant d'un des leurs, dans une ambiance plutôt rythmée par les instruments traditionnels. Une expérience collective de travail agricole, teintée de convivialité et d'entraide, mais aussi de transmission de valeurs. Maxime Boudot et Latifatou Zungrana nous en disent plus sur ce grand moment de vie communautaire au cœur d'un domaine agricole de plus de 150 hectares. Une valeur africaine revivifiée dans ce champ d'une centaine d'hectares. Le Soswaga ou la culture collective avec en fond sonore les instruments traditionnels. Véritable expression de la solidarité et du vivre ensemble. Plusieurs familles en rang serré désherbent cet espace de l'agro-businessman Jean-Paul Ninkiemon dans la commune de Sapone. Regardez ce monde. Toutes les compétences sont réunies pour labourer mon champ. Vous pensez que moi seul je pouvais faire ça? Et avec quelle force? Mais grâce à la fraternité, l'entraide, la considération, ces jeunes sont venus à mon secours. Ça donne envie et ceux qui n'ont pas de champ voudront en avoir. Mouma teinté de réjouissance, c'est aussi une école de la vie où les plus petits sont initiés à la terre et à l'entraide. L'occasion vise à perpétuer une tradition vieille de plusieurs années. C'est cette valeur-là aujourd'hui sur laquelle on s'appuie pour montrer qu'on peut faire de l'entraide pour vraiment se développer. Et c'est sur les mêmes sources ancestrales que le Tansoba vraiment se base pour pouvoir développer tout ce que vous voyez aujourd'hui. Un peu plus loin, l'homme présente à ses convives 35 hectares consacrés à la culture du sorgho. Les travaux champêtres sont bien avancés. Des ruelles sont réalisées pour canaliser les eaux de pluie. L'entrepreneur a même construit une retenue d'eau et des forages à haut débit pour produire en saison sèche. Avec les diguettes, aucune goutte d'eau ne sort du champ. Tout est canalisé et ce, grâce au conseil des techniciens. Observez mon exploitation. Elle présente une bonne physionomie malgré le fait que je n'ai pas arrosé. Son domaine agricole est estimé à plus de 155 hectares. Il y a consacré une quinzaine d'hectares à l'agroforesterie où on trouve des espèces médicinales et fruitières en voie de disparition. Ce chef de terre est aussi généreux. De nombreuses tonnes de vivres sont offertes aux personnes vulnérables. J'ai déjà enlevé ici 100 tonnes de riz pour la SONAGES. À cela, il faut ajouter 60 tonnes de maïs et de sorgho distribués aux personnes en situation de vulnérabilité. C'est un devoir pour nous, surtout quand vous avez des gens qui vous aident de façon volontaire. La terre nourrit bien son homme et Jean-Paul n'a rien à envier à ceux de la ville, s'exclame-t-il.
Son ardeur au travail est saluée par le ministère en charge de l'agriculture. Son expérience aussi peut être capitalisée par l'ensemble des populations de Saponi, mais aussi environnants, afin aussi de pouvoir apporter des initiatives et des innovations donc dans leur exploitation pour que leur contribution à l'offensive agro-pastorale aussi soit une réalité. Et c'est aussi une invite aussi à l'ensemble de la population, les jeunes comme les personnes âgées, que l'agriculture est un secteur porteur. Voilà. Et comme le président du Faso l'a dit, il faudra que nous puissions nous nourrir nous-mêmes, voilà, par le fruit de notre travail. Il est difficile de s'émanciper sans une agriculture performante, se convainc Jean-Paul Ninkiema. Il invite par conséquent les jeunes à revenir à la terre en y apportant une touche de modernité. C'est un mal silencieux mais bien présent au Burkina Faso. La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée en différé du 16 au 30 août dans notre pays. Au programme, dépistage gratuit, vaccination à coût réduit et large campagne de sensibilisation. Ce matin, les organisateurs ont présenté les grandes lignes de cette manifestation. Maxime Ilboudo et Latifatou Zungrana y étaient au compte de BF1. Environ 7 personnes sur 10 affectées par l'hépatite B ou C ignorent leur statut sérologique au Burkina Faso. Le pays enregistre près de 2 millions de cas chaque année. Pourtant, le dépistage constitue la première arme de lutte contre ces silences mortels. 70% des personnes infectées ignorent leur statut, alors que nous savons tous que sans dépistage, il n'y a pas de traitement. Les progrès de la médecine permettent de nos jours de se protéger à vie par la vaccination à la naissance contre l'hépatite B, et pourtant, moins de 10% des nourrissons en bénéficient dans la région africaine. Tout ceci rend compte des inégalités d'accès aux soins qui se traduisent par seulement 13% des patients atteints de l'hépatite C bénéficiant du traitement, et ce taux est de moins de 2% pour les patients souffrant de l'hépatite B. Face à la problématique, une journée mondiale contre l'hépatite est trouvée pour réfléchir et stopper la transmission. Elle est célébrée chaque 28 juillet. Au plan national, la commémoration se fait en différé du 16 au 30 août prochain. Parmi les activités au programme, des séances de sensibilisation de masse, des panels et des émissions radiophoniques. Un grand cross populaire contre les hépatites le 19 août à partir de l'université de Ouagadougou pour briser les tabous. Et enfin, une conférence officielle aura lieu le 20 août 2025 en plaçant la journée mondiale contre l'hépatite 2025 sous le thème « Hépatite, faisons tomber les barrières ». Toutes les parties prenantes sont interpellées. Chacune, pour ce qui la concerne, a plus d'engagement et d'action pour faire tomber les barrières et les obstacles à la bonne information sur les hépatites, l'accès à la vaccination, au dépistage précoce, ainsi que le traitement et à la prise en charge des complications. Il existe des médicaments qui guérissent à 90% des cas selon les spécialistes et ils sont gratuits. La lutte contre les hépatites virales s'est intensifiée également avec l'introduction de la vaccination. Il faut qu'on puisse respecter véritablement les 3 doses et je crois que c'est un des messages clés que nous allons vous demander vraiment de passer. Il y en a qui vont commencer 1 dose, 2 doses, c'est vrai. Et pour le moment, le plaidoyer est en train d'être fait. Dr Mwenga l'a dit, c'est vrai qu'on met l'accent pour une cible de population donnée, mais nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que le vaccin soit vraiment disponible et à moindre coût pour toute la population entière. Les hépatites virales conduisent le plus souvent à des cirrhoses et des cancers de foie qui sont responsables d'environ 900 décès par an. Ce journal s'achève ici. Merci de votre fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le quartier Wemtenga de Ouagadougou. Bonsoir chez vous.